Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi d'être ici. Je vais peut-être commencer par rebondir sur ce qu'on a dit sur l'absence de choses sur la décrue, enfin de souvenirs, d'anecdotes, ou la quasi-absence. C'est quelque chose qui m'a particulièrement intéressé de questionner dans le cas de la crue de 1910. En fait, qui est extrêmement bien connu parce que il y a une couverture médiatique de l'événement qui est très impressionnante à cette époque. On a énormément de cartes postales, de photographies qui sont très bien connues, que vous pouvez trouver très facilement sur Internet aussi. Et par contre, très peu de choses sur cette décrue, en fait. C'est quelque chose de très... Enfin, c'est un des résultats de ma recherche, c'est que quand on regarde de manière systématique certaines sources, donc la crue dure du 21 au 28 janvier 1910. Dès les premiers jours du mois de février, on n'a plus aucune information, la presse ne s'intéresse plus à l'événement, plus beaucoup de traces, de sources qui nous permettent de documenter ce qui s'est passé après. On a très peu de travaux historiques d'historiens sur cette inondation. Les travaux de recherche se comptent sur le doigt d'une main. Il y a une étudiante en maîtrise qui a fait une année de recherche là-dessus, un livre de Marc-Ambroise Rendu, qui peut aujourd'hui faire référence en fait sur l'événement, qui reprend le format de l'album photographique et qui utilise des images d'époque. Marc-Ambroise Rendu est un journaliste qui a publié un livre là-dessus dans les années 90. Puis il y a un universitaire américain qui a publié quelque chose pour le centenaire en 2010. Et toutes ces recherches se sont concentrées sur la semaine de crue, ce 21-28 janvier, sans intégrer cette histoire dans son contexte, et donnant parfois l'impression qu'on a une sorte de bulle posée dans l'histoire au début du XXe siècle, sans vraiment comprendre ce qui faisait sens aux yeux des contemporains. Que si on a très peu de sources pour documenter l'après, pour comprendre la manière dont ça a été géré, c'est que tous ces éléments-là étaient suffisamment évidents aux yeux des contemporains pour ne pas avoir à les écrire dans des textes, ce qui sont des archives pour nous. Et donc un certain nombre de dispositifs préexistaient en quelque sorte. Donc là j'utilise le terme de dispositif pour souligner le fait que ce sont des choses qui sont préconçues, qui sont déjà préparées et prêtes à l'emploi au moment de l'urgence. Voilà, l'idée est d'essayer de mettre au jour ces dispositifs, d'essayer de découvrir ce qu'on pourrait en dire, de reprendre à nouveau frais cette histoire de l'inondation de 1910 à partir de nouvelles sources, donc, qui ne sont pas les quelques récits qui sont centrés sur cette semaine de crue, qui sont là aussi les récits, les témoignages qu'on a gardés sont souvent, sont complètement saturés d'émotions, forcément parce que les personnes qui vivent ces inondations sont pris dans l'événement. Et puis on a aussi énormément de textes notamment dans les journaux, qui mettent en avant la bravoure, le dévouement des personnes, des secouristes, en fait, dans un style hyperbolique qui rend assez difficile de comprendre ce qui s'est passé dans le détail, et de comprendre vraiment, d'en faire un usage un peu précis pour en décrire l'histoire. Donc du coup, moi, je me suis tourné vers d'autres corpus de sources, en fait, d'autres dossiers documentaires. Le premier, et là on a un très beau dispositif justement, c'est le dispositif de réparation des dommages de la crue, qui permettent d'écrire en fait une histoire des sinistrés, et donc de recentrer l'histoire sur l'expérience de ces personnes inondées qui, pour une part, ont dû quitter leur logement, mais pas que, parce que dans le concept de sinistré, vous avez l'idée de perte économique. Donc, en fait, vous pouvez être, par exemple, un propriétaire bailleur et ne pas avoir vécu l'inondation directement. Et pourtant, recevoir de l'argent. Il y a un certain nombre de résultats là-dessus qui sont assez intéressants, notamment le fait que l'État a très largement participé, et même majoritairement, a participé à indemniser les sinistrés en 1910. Je ne vais pas m'y attarder. Et puis un autre ensemble de dispositifs qui sont intéressants, qui sont des dispositifs techniques, ce sont les dispositifs de protection de la ville contre les inondations. Et là, ça me fait penser à beaucoup de choses qui ont été dites, notamment par Raphaël, sur des projets
de protection de la ville. À l'époque, le terme de résilience n'est absolument pas d'actualité. On parle de protection, de défense contre les inondations. Il y a un vocabulaire militaire très fort qui est lié au fait que le génie militaire s'est longtemps occupé de ces questions. Et donc dans la défense contre les inondations, vous avez un certain nombre de défenses, de choses qui sont mises en place temporairement en cas de crue. J'avais mis une image. Voilà. Alors ce sont probablement des fonctionnaires du service de la voie publique, je pense, de la mairie de Paris, enfin de la ville de Paris, qui s'y mettent construisent une petite digue, un petit barrage en ciment pour éviter que l'eau continue à inonder la ville. Il y a en 1910, suite immédiatement à la crue, un foisonnement de projets, d'idées, dans lesquels on retrouve des choses qui sont auxquelles on pense encore aujourd'hui, pour protéger la ville, parce que c'est quelque chose qui... Et donc on retrouve dans les archives des lettres qui sont envoyées à l'administration qui proposent, par exemple, ça va de l'endiguement à creuser des puits. Il y a l'idée de puits absorbants qui permettrait d'écouler l'eau, ce qui est un des projets repris par un des conseillers municipaux très investis à l'époque dans cette protection. Et suite à donc tous ces projets vont être examinés et hiérarchisés par les ingénieurs qui vont mettre en place ces dispositifs de protection. Et une commission qui est assez célèbre, la commission Picard, va proposer un plan ministériel qui va être repris, qui va être le plan sur lequel on est fixé, sur lequel le ministre des Travaux publics à l'époque auquel le ministre va donner son accord et dire voilà, on va faire ça. Et ces travaux, ce programme de travaux comporte un canal de dérivation de la Marne. J'ai mis une image aussi. Voilà. Donc un canal de dérivation qui a pour but, que vous voyez en pointillé, d'amener les eaux de la Marne jusqu'à Épinay-sur-Seine, reprenant tout un tas de travaux qui avaient été déjà proposés bien avant 1910, mais là on a une réactualisation de ce projet qui est vraiment titanesque, qui va ensuite être connecté au canal de l'Ourcq. Évidemment, vous savez que ce projet n'a pas été réalisé. Ce canal de dérivation, donc, qui a plein de fonctions, qui est associé à un approfondissement du lit de la Seine sur certains secteurs, et le but est d'approfondir le lit de Paris à Rouen, et une opération qui est assez intéressante dans le centre de Paris, au niveau du secteur de Saint-Michel, qui consiste à élargir les quais de la Seine de manière à rendre à l'eau, c'est vraiment comme ça que le disent les ingénieurs, de rendre un espace qui avait été pris par l'homme au fleuve. Donc voilà, beaucoup de choses qui résonnent sans doute un petit peu, bien que, je le redis, le terme de résilience n'est absolument pas envisagé. Les considérations qui priment à ce moment-là, ce sont surtout la question de l'amélioration de la circulation, de la navigation. Et c'est en cela que le canal de dérivation a connu un véritable succès à cette époque, parce qu'il permettait aux bateaux de mieux circuler d'être la première étape d'un grand projet Paris-Port de Mer qui n'aura pas lieu, puisque au moment de sa réalisation, en fait, dans les années 30, le port de Paris, qui est alors le premier port de France, commence à décliner un petit peu, et commence à être un peu moins important. Donc voilà, c'est ce petit programme ministériel que je voulais présenter rapidement. Et puis il y a énormément d'autres choses sur lesquelles j'ai peut-être pas trop le temps de revenir, notamment, en termes de travaux, notamment des exhaussements de quais, vraiment plein de projets d'aménagement qui, pour une part, vont avoir lieu, d'autres non. Et alors là, vous nous parlez de ce qui a été imaginé après la crue, mais quand on a échangé, vous nous disiez que la crue, elle avait été anticipée. Il y avait des indicateurs, il y avait des éléments qui permettaient de l'anticiper, et qu'on s'y était préparé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors
Donc là, c'est un autre dispositif, en fait, un dispositif de prévision et d'annonce des crues qui est complètement opérationnel en 1910. Le service d'annonce des crues a été créé pour le bassin de la Seine en 1854. Et c'est sans doute ce qui est un petit peu paradoxal à comprendre, c'est que ce qui fait vraiment événement en 1910, ce qui est vraiment exceptionnel, c'est alors d'une part le fait qu'il y a des dommages économiques tout à fait considérables, et le fait que la crue qui pourtant était en capacité d'être prédite, parce qu'on a tout un dispositif d'annonce qui est relié au service de la navigation qui ensuite donne l'alerte aux maires et aux populations. Pourtant, ça n'a pas fonctionné. Alors, il y a quelques sources qui expliquent pourquoi. Et c'est d'autant plus surprenant qu'en fait, la dernière crue en date, celle de 1876, qui était un peu moins importante que celle de 1910, mais tout de même, qui a marqué les Parisiens à cette époque, a été prédite avec beaucoup de précision. C'est-à-dire que Belgrand, l'ingénieur Eugène Belgrand, a mis en place, c'est un hydrologue qui connaît extrêmement bien le bassin de la Seine, il a mis en place un système qui permet de prédire le maximum de crues, et il prédit en direct à l'Académie des sciences le pic de crue quasiment au centimètre près. Donc voilà, il y a cet antécédent-là. Et en 1910, les prévisions sont fausses de presque 2 mètres. Ouais, ça dépend évidemment des cours d'eau, mais ça monte jusqu'à 1,93 m. Il y a des erreurs de prévision importantes. Je ne suis pas capable d'expliquer ce qui, dans le service hydrométrique, a mal fonctionné. Il y a Marc-Ambroise Andul, le journaliste dont je parlais, mais une hypothèse qui est que un des ingénieurs importants du service hydrométrique était malade le jour où, la semaine de crue. Mais au-delà de ce petit détail, ce qui ressort dans les sources, Marc-Ambroise Andul son grand-père était un conseiller municipal à l'époque, donc il a sans doute eu accès à des sources orales auxquelles je n'ai pas accès, mais je ne suis pas capable de confirmer cette indication. Voilà. Au-delà de ça, ce qu'on trouve dans les sources, c'est le fait que tout le monde, après la crue, s'accorde à dire qu'en fait, les ingénieurs, quel que soit le service auquel ils étaient rattachés, pensaient que la crue de 1876 était le maximum possible qui pouvait être atteint. Et que toutes les crues futures seraient forcément moins importantes. C'est une conclusion qui est liée au fait qu'on pense que l'écoulement des crues, que l'écoulement est de plus en plus fonctionne de mieux en mieux au niveau de Paris, et donc en période de crue, et donc que l'aménagement fluvial fait que il n'y a pas de risque que ça dépasse 1876. Et on observe en effet, c'est quelque chose c'est une croyance collective répandue à ce moment-là. Et notamment, par exemple, la construction du métro, certaines normes techniques ne satisfont un seuil de 1876 et pas supérieur. Et donc c'est en partie ça qui a surpris. On voit bien dans la semaine de crue, en fait, il y a certains endroits qui ont été urbanisés postérieurement à 1876 qui sont immédiatement inondés. Et donc là, il y a une surprise. Et puis, plus la crue avance, plus certains quartiers commencent à être inondés, qui ne pensaient pas l'être, à mon avis, parce que les services d'alerte ne fonctionnent pas. N'ont pas pu fonctionner correctement jusqu'au bout de la semaine de crue, parce que là on est au cœur de ce qui fait l'événement en 1910. Alors, une dernière petite question, mais je suis sûre qu'il y aura plein de questions après dans la salle aussi quand on fera circuler le micro. Je crois, notre imaginaire collectif, il est nourri par toute cette documentation dont vous nous avez parlé à Paris. Mais c'est pas là que la crue a été la plus importante, d'après ce que vous m'avez dit. Oui, ça c'est quelque chose qui est alors pour le coup très très bien documenté et très bien connu des contemporains. Quand on regarde par exemple les albums photographiques, généralement on voit qu'il y a une partie consacrée à la banlieue et une partie à Paris. Et la banlieue a été plus touchée. J'avais fait une petite carte qui montre ici les secours qui sont versés aux sinistrés. Et on voit bien que c'est en dehors des frontières de la capitale que, notamment, la carte est pas parfaite, mais
notamment la commune d'Alfortville, qui a été inondée dans sa totalité, et il y a des milliers de personnes qui sont obligées de l'évacuer à ce moment-là. C'est quelque chose qui est bien connu donc, à ce moment-là, et qui est dans l'imaginaire de 1910. Il y a cette idée qui est peut-être fausse, que les banlieusards ont été défavorisés, auraient été lésés par exemple dans la distribution des secours, ou qu'ils auraient été... qu'ils auraient une situation moins envieuse que les habitants résidant à Paris même. Et ce qui, quand on regarde la composition des populations inondées dans le détail, ne peut pas être confirmé vraiment dans les archives. Voilà, donc il n'y a pas ce qu'on retrouve parfois dans certaines villes inondées, ou une fragmentation socio-spatiale très forte. Et donc voilà, en fait tous les dispositifs, les conseillers municipaux, les élus politiques ont cette idée qu'il ne faut absolument pas défavoriser la banlieue plus qu'elle ne l'est déjà. C'est vrai que la banlieue est beaucoup moins urbanisée à ce moment-là. Les villes que je montre là sont déjà un petit peu urbanisées, mais le tissu urbain ressemble beaucoup plus à en fait des petites maisons dispersées, avec en général des jardins, des petites cabanes. J'avais mis une photo aussi qui montre un cas en banlieue, je crois que c'est Alfortville, de dégâts de la crue, et on voit bien ici que ce qui a été détruit, ce sont en fait surtout des petites cabanes, des choses qui ont été autoconstruites et qui concentrent beaucoup moins de biens et de richesses, c'est sûr. Merci beaucoup pour tout ça.